Salut les potos et bienvenue dans notre tout nouveau studio. On aura attendu 113 GCN Show pour se retrouver enfin chez nous. Voilà, c'est notre maison ici de GCN en français. Et si vous avez remarqué par le passé un décor qui ressemblait, eh bien c'est parce que jusque-là, on était souvent accueillis par nos amis espagnols qu'on salue. Mais cette fois-ci, c'est bien chez nous. Comment ça va, Jo? Bah ça va très bien, et toi mon poteau Flo? De quoi on parle aujourd'hui? Moi, ça va très bien aussi. De quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle? Ah, on va parler des championnats du monde sur route. Ça, c'est une très bonne idée. Championnats du monde qui ont lieu en Australie et qui ont déjà débuté par les contre-la-montre. Eh bien, on va parler de la route parce que c'est ce week-end et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est parti. Je me lance. Alors mon Flo, avant de se lancer sur l'épreuve en ligne, on va d'abord parler du contre-la-montre qui ont eu lieu ce week-end. Et on a eu quelques petites surprises de ce côté-là. Oui, on va commencer par les femmes qui, au contraire des surprises, là pour le coup étaient plutôt attendues puisque c'est à nouveau Hélène Van Dijk qui s'impose, une néerlandaise forcément, c'est un peu les épouvantails chez les femmes, on le sait, et en particulier dans le chrono. Elle l'a emporté devant Grace Brown et Marlène Rosser. C'est bien de parler déjà du chrono parce que je pense que ça peut nous donner aussi des indications sur les états de forme pour la route, on va y revenir évidemment plus tard. C'était intéressant de voir deux choses, d'abord qu'on a fait le chrono une semaine avant les épreuves sur route, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on a l'habitude de retrouver le chrono en milieu de semaine avant les épreuves. Et eh bien, on a eu aussi la même distance chez les hommes et chez les femmes, ce qui peut nous donner l'occasion de comparer les performances, ce qui n'est pas là aussi toujours le cas. On parle d'égalité. Là, on a fait une égalité parfaite. Voilà, c'est vrai. Et du coup, parle-nous des hommes, parce que c'est là où on a eu pas mal de surprises. Chez les hommes, surprise oui et non, j'ai envie de te dire, Flo. Le vainqueur, Tobias Foss, n'était pas forcément attendu là. C'était une grosse cote, clairement. C'était une grosse cote, ça c'est sûr. Bon après, on sait qu'il arrive de la meilleure équipe actuellement. Donc surprise, sans surprise, mais surprise quand même. Il l'emporte devant Stefan Kung. Et là pour le coup, Stefan Kung, on le connaît, c'est un adepte de la discipline, c'est une grosse machine en chrono. Donc clairement, on aurait peut-être mis plus Stefan Kung devant. Et en troisième position, on a peut-être la cote la plus faible au final, c'est Remco Evenepoel qui va faire troisième et on l'aurait peut-être plus annoncé vainqueur de ce contre-la-montre. Oui, après, on retrouve aussi d'autres noms qu'on avait annoncés parmi les favoris, Stéphane Bissiger ou évidemment Philippe Hogan, qui est multiple tenant du titre. Un Yves Lampart aussi pouvait être, pourquoi pas, un outsider qui termine dans le top 10. Et puis nos deux Frenchies qui complètent le top 10 ou quasi, puisque Bruno Armirail termine 10e et Rémi Cavagna 11e. C'est vrai qu'on peut, moi j'ai eu un peu de peine pour Stefan Kung parce que si tu te souviens déjà aux Jeux Olympiques, il est dans la même seconde que Juan Dennis pour le podium et du coup ça se joue au millième ou au centième et du coup il n'a pas de médaille olympique. Là ça se joue à 3 secondes alors qu'il était en tête pendant tout le chrono. Du coup dur, mais en tout cas bravo à Tobias Foss qui sort pas de n'importe où, ça a toujours été un très très gros rouleur et on sait que les championnats du monde, ça se joue aussi à l'état de forme en fin de saison. Donc voilà, je voudrais pas passer trop de temps sur le chrono parce que ce qui va nous intéresser c'est la route, mais juste dire une petite anecdote. J'ai été vérifié vu qu'on parle du même parcours et de la même distance pour une fois. Hélène Van Dijk chez les femmes aurait terminé à la 33e place chez les hommes si elle avait participé à l'épreuve masculine sur 48 partants. Donc voilà, je voulais juste le dire parce que ça démontre encore une fois que le sport féminin et le vélo féminin en particulier est toujours plus performant. Donc bravo à tous et bravo à elle en particulier. On rentre dans le vif du sujet. Parlons de cette épreuve sur route. Alors déjà, on va dire avec que le circuit. Cette épreuve a lieu en Australie, vous le savez. Donc là, il y a des facteurs qui rentrent en compte, mon Flo. Il y a le facteur du déplacement, le décalage horaire et compagnie. C'est peut-être pour ça aussi que le chrono a été mis une semaine avant l'épreuve en ligne. Donc on parle de voir les états de forme et tout ça. Certains, nous ont montré qu'ils étaient en forme, les Evenepoel et compagnie, et vont être des clients potentiels à ce maillot. D'autres un peu moins. Stefan Kung, je pense que c'est pas trop pour lui. On va parler du parcours. À mon avis, ça va être un petit peu difficile pour lui. Mais bon, déjà, on a un décalage horaire de combien, mon Flo? Parce que Florian a vécu en Australie, il faut le savoir. Florian est un kangourou, c'est un wallaby. Il me lance les calls comme ça. Je crois de tête que c'est 10 heures, mais je dirais peut-être des bêtises. Si c'est le cas, vous vérifiez parce que j'ai pas vérifié. Et en plus, on rentre du Canada où là, je peux vous le dire parce que c'est encore frais, où c'était 6 heures dans l'autre sens. Et il y a quand même certains coureurs qui se sont retrouvés à partir direct dès le dimanche soir, notamment Romain Bardet qui était avec sa valise, on l'a croisé à l'hôtel, et qui se sont quand même tapés tout le tour de la pendule. Donc c'est vrai que ça peut influencer sur les performances. On parle souvent des gains marginaux.
chrono, et ça c'était pour le coup, un facteur à mentionner. Donc il pourrait y avoir des surprises, mais à mon avis c'est plutôt des surprises en défaillance individuelle plutôt qu'en surperformance. On va parler du circuit, mon Lolo, qui est un autre facteur évidemment important, même Très si important, c'est les coureurs qui vont faire la course. Hein. On aura d'abord une très grande boucle dans laquelle il y aura le Mont Kera à parcourir, qui est presque un mini-col, hein, presque 9 km à 5%, donc relativement roulant, même s'il y a des passages à près de 15, mais ça interviendra relativement tôt dans la course, donc a priori ça va surtout faire un petit peu mal aux pattes dans le final. C'est de l'usure, quoi. C'est pour le long terme. Mais surtout la course, elle va se jouer évidemment dans le circuit final, qui sera à parcourir 6 fois chez les femmes et 12 fois chez les hommes, et là je pense que ça aura son importance parce que potentiellement ça peut donner un type de course très différent dans les deux catégories. 12 fois chez les hommes, ils auront 12 fois à passer le Mont Plaisant. Parce que je suis pas sûr qu'il soit plaisant. Il est plaisant à passer selon eux. Parce qu'on fait des vieilles blagues de bof, du coup on la cale. C'est l'humour australien, je pense, tu vois, c'était un peu... Ouais, c'est... Allez, cadeau. Et du coup, Lolo, parle-nous de cette petite bosse. Eh ben, cette petite bosse, tu vois, elle fait 7,7 de moyenne et on a des passages à 14%. Tu vois, sur une bosse de 1 km 100, ça va faire mal. Ouais, mais ça va faire très très mal. Ce qui me fait quand même penser, et globalement à beaucoup d'observateurs, que ça pourrait être une course plutôt adaptée aux punchers, comme souvent ces dernières années lors des championnats du monde, notamment chez les hommes, surtout chez les hommes, parce qu'ils auront 12 fois à passer cette bosse. Ça fait 4000 de D+, quand même. Ouais. Il y a 4000 de D+, chez les hommes. Ce qui me fait penser que peut-être chez les femmes, ça le sera moins, c'est le fait qu'elles ont que 6 tours de circuit. Mais encore une fois, on en revient au fait que ce sont les coureurs et les coureuses qui font la course. Donc tout dépendra comment ça va rouler avant et est-ce que ça va se décanter très vite ou pas. Si tu déclenches à 6 tours de l'arrivée, c'est pas pareil que si tu déclenches à un tour. Exactement. Donc tu l'as dit, chez les hommes, 4000 de D+. Alors je te propose qu'on commence par les hommes et puis ensuite on reviendra sur les femmes. Donc en favori, qui tu places direct chez les hommes dans ce type de circuit, Monroe? Florian. Moi? Tu me places moi? Florian, pourquoi tu me poses la question? C'est Christophe Laporte, évidemment. Ouais. Ah oui. Écoute, encore une fois, tout dépend de comment la course va se dérouler, mais je pense que Christophe, il a largement ses chances. Si ça se décante tardivement, je dirais, si ça se décante très tôt, on l'a vu entre le Grand Prix Québec et Montréal, hein, on revient là-dessus, c'est deux courses en circuit, donc qui peuvent être un bon test pour les mondiaux. Christophe était plus adapté à un parcours comme celui de Québec, qui est un peu moins, on va dire, il y a moins de dénivelé. Et celui de Montréal, ça a roulé très vite dès le début et il s'est très vite mis dans un rôle d'équipier pour Wout van Aert. Et en l'occurrence, je pense que ça se passera probablement de la même façon, à savoir si ça décante très vite, il se mettra peut-être au service d'autres coureurs de l'équipe de France. Si au contraire ça met du temps, oui, il y a des chances. Je suis en train de démonter mon pronostic en fait. Bah oui, je suis un petit peu là pour ça, tu vois, parce que je n'ai pas non plus. C'est dégueulasse ce que tu occupes à faire. Franchement, c'est dégueulasse. Bon, on rappelle les principaux noms. Il n'y a pas que les Français, évidemment. Là, au numéro 1, il l'a mis, son principal nom. Là, il est. Forcément, vainqueur du Grand Prix de Montréal, Tadej Pogačar qui est de retour, qui fait 6e au contre-la-montre. Si on pensait qu'il était parti en vacances, moi je me souviens quand même bien que l'année dernière, il est revenu en fin de saison, il a claqué toutes les classiques de fin de saison, alors qu'on pensait qu'il s'était barré aussi. Hein. Là, ce sera Christophe Laporte quand même. Tout dépend de la course, mais en tout cas, Pogačar évidemment fait partie des grands favoris, tout comme Wout van Aert dont on a parlé, qui sont un peu les deux épouvantails du cyclisme mondial. Si on met de côté Julien Lafilippe, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais d'un petit Bignam, tu vois, en outsider là, bam, il arrive, clac clac. Eh bien écoute, ça c'est possible. Bignam Girmay, je le mets dans la même catégorie que les Christophe Laporte, à savoir ceux qui, si la course se déclenche tardivement, ont leur carte à jouer, mais tout dépendra encore une fois des stratégies de chacun. Je pense quand même que la Belgique, qui est un très gros collectif, va avoir intérêt à durcir la course. On rappelle qu'ils ont aussi Remco Evenepoel qu'il ne faut pas mettre de côté, parce que s'il a la bonne idée de sortir à 50 bornes de l'arrivée et que ça se regarde, on sait comment ça se termine en général. Est-ce qu'il aura assez bien récupéré de sa Vuelta, parce qu'il a mené quand même quasiment de bout en bout la Vuelta avec son maillot rouge. Il a lâché des plumes. Il fait encore 3 au chrono, donc à mon avis, il a pas trop mal récupéré. Hein. Ouais, mais sur le chrono, tu vois, je sais pas, il suffit que tu débloques bien un chrono. Bon, certes, c'est révélateur d'un état de forme, qu'une course, si ça bagarre, tu vois, quand tu as fait un effort sur un grand tour, en général, tu deviens diesel après un grand tour. Donc il faut bien rebosser derrière ou bien récupérer. Un diesel, normalement, il est né diesel, de toute façon. Oui, c'est vrai.
De base, oui. Bon, Moi qu'il a mis quelques attaques quand même. Il y a quelques attaques quand même dans son histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de turbo-essence qui aimeraient les suivre. Voilà, c'est ça. mais en tout cas, c'est sa façon de courir. Il aime sortir de loin, il aime gérer son effort et le lisser. On l'a vu dans l'école lors de la Vuelta, il faisait sauter tout le monde au train. Donc oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il est diesel. Mais en soi, à ce niveau-là, il n'y a pas grand monde qui est vraiment diesel. Je vais revenir sur ce que tu disais avant, sur la catégorie des Laporte, des Binyam Girmay. Il y en a un à pas mettre non plus de côté, à pas oublier, c'est Michael Matthews, qui selon moi est encore à mettre entre les deux catégories parce qu'il passe très bien les bosses quand il est en forme. On rappelle qu'il sera à domicile. Tu as parlé du décalage horaire. Bon, il l'aura aussi parce qu'il a couru en Europe jusque-là. Oui, voilà, mais en tout cas, le fait d'être à domicile, tu vois, je pense qu'il y a toujours un petit facteur qui apporte un extra, tu vois, watt dans les jambes ce jour-là. Du coup, dans cette catégorie, qui c'est qu'on pourrait mettre aussi, je sais pas, les punchers auxquels on penserait un peu moins. T'as mis le petit Benoît. Ouais. Benoît Cosnefroy, il a montré sur le Grand Prix Québec qu'il pouvait avoir une soquette très légère dans le final et d'avoir surtout du nez aussi pour pouvoir sortir au bon moment. Franchement, ça peut être vraiment un bon candidat à la victoire finale sur ce championnat du monde. Moi, j'en ferai ma petite, pourquoi pas mon petit pari du cœur, tu vois, Benoît Cosnefroy. J'adorerais que Chris Laporte soit champion du monde, mais moi, j'y crois un peu moins, parce que comme je te dis, je pense que malheureusement, la Belgique va tout faire pour décanter cette course assez rapidement et la durcir. Pourquoi pas? On rappelle que Benoît, il n'était pas prévu dans la liste de Thomas Voeckler, qui nous a fait un petit coup là, pour essayer de perturber un peu la préparation des autres équipes, je pense. De nos sources, il savait déjà depuis les Grands Prix Québec et Montréal qu'il allait participer aux mondiaux, sauf que jusqu'au dernier moment, il nous a gardé ça sous le chapeau. Discretos Carlitos. Voilà. À date, ce qu'on ne sait pas encore, c'est qui va sortir de la liste des présélectionnés, probablement l'un des deux qui ont participé au contre-la-montre, donc Bruno Armirail ou Rémi Cavagna. Voilà, ce serait une belle récompense, j'ai pas de préférence entre les deux, mais une belle récompense pour Bruno Armirail d'y participer. Bon, il a fait juste devant Rémi pour au Rémi chrono, aussi, mais oui, pour les deux. Enfin, en vrai, je pense que le choix va être difficile. Ça va être de la fraîcheur et à mon avis, Thomas aura discuté avec les deux et voilà, lequel de vous se sent le plus apte à machin. Parce que les deux ont les mêmes qualités au final. Ça se vaut. Donc pour revenir là-dessus, Benoît Cosnefroy, vous aurez évidemment remarqué qu'on n'a pas parlé de deux gros noms encore parce qu'on les a mis dans la catégorie interrogation, même s'il y en a un qui en pose plus que l'autre. C'est Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel. On va commencer par Van Der Poel parce que la question va être vite répondue, je pense. Est-ce que c'est vraiment une interrogation? Si on regarde son dernier Tour de France, ça pouvait l'être. Si on regarde ses 3 dernières courses si on regarde sa dernière saison, ça pouvait l'être. Si on regarde ses 3 dernières courses. Entre fin août et mi-septembre, il a fait 3 courses, il a gagné les 3. Donc on peut toujours remettre dans le contexte, c'était pas des courses World Tour, mais je pense qu'il est clairement de retour. Maintenant, de là à savoir à quel niveau exact face à des coureurs du World Tour, c'est ça un peu l'interrogation qui persiste. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les interrogations. Maintenant, le vrai point d'interrogation, c'est Julien Alaphilippe. Toi, t'en penses quoi? Julien, ça reste un homme de championnat, quoi. Donc tu vois, l'année dernière, tout le monde disait non mais jamais il ira gagner, c'est mort, il a gagné l'année d'avant, c'est bon. Il est arrivé et tout le monde l'a fermé. Enfin, il était ultra fort. Donc là, interrogation. Julien, homme de championnat, il faut attendre de voir. On peut rien dire. Enfin, ce sera la surprise. Moi, je trouve ça fou qu'on en soit à dire ça parce que tu prends n'importe quel autre coureur, il a la saison qu'a eu Julien, tu dis non, mais c'est sûr, il sera pas au niveau. C'est sûr, il peut pas être au niveau. Mais pour en avoir beaucoup débattu encore une fois pendant notre séjour au Québec, avec des observateurs très avisés du vélo, tout le monde laisse toujours la porte ouverte parce que c'est Julien. Et comme c'est Julien, on ne sait jamais. En fait, sur une journée, y compris pas dans la forme de sa vie, sur un championnat, il est capable de tout. Et s'il est capable de développer ses 2000 watts dans les 14 ou 15% de la montée et de se retourner, d'avoir l'adrénaline et de voir qu'il en a mis partout, à tout moment, c'est possible. C'est pour ça. Donc, vaut mieux pas, tu vois, on peut rien dire. Moi, je dirais, la raison me fait quand même penser que cette année, ce sera trop compliqué. Il y a de grandes chances que, comme ça s'est produit plusieurs fois cette saison dans son équipe Quick-Step, il va se mettre au bout d'un certain moment au service des autres. Donc pourquoi pas un Cosnefroy ou pourquoi pas un Laporte ou un Madouas, on n'en a pas parlé dans l'équipe de France, mais qui a très très bien marché récemment aussi. Donc les autres cartes de l'équipe de France.
ou même un Sénèche, si ça arrive au sprint, on sait jamais. Un Sénèche. On sait Ah pas. oui, bah oui, on n'a pas parlé de tous les autres poids. Qui va sprinter si ça arrive au sprint entre Sénèche et Laporte? Ça, c'est une bonne question aussi, tu vois, qu'on pourrait... Je pense que ce sera Laporte. À mon avis, tu vois, les cartes seront distribuées de cette manière-là. Après, ils s'entendent très bien, du coup, ça va être à la discussion. Hein. Voilà, qui est le plus frais? Voilà, toi, moi, vas-y, je te lance, tu me lances. Voilà, je pense que ça va être ça. Après, on n'a pas parlé des autres équipiers. Ah oui, bon, maintenant on va pouvoir faire la liste si tu veux. Attends, le papache. Pas parler que de la France, mais on a parlé de Romain Bardet puisqu'on vous a dit qu'il avait pris l'avion directement depuis le Canada. Romain Bardet aussi, il monte crescendo, tu vois, en forme. Hein. Ouais, mais je le vois pas être leader sur ce championnat du monde. Tu vois, je pense qu'il est là dans un rôle d'équipier de luxe, tout comme Pavel Sivakov qui va fêter sa première sélection avec l'équipe de France. On rappelle qu'il a la double nationalité, franco-russe. Il a décidé de devenir français. C'est de l'ironie évidemment. Et en plus, il est de la team chocolatine, donc c'est bien. C'est un commun joie, Pavel. Du coup, il fêtera sa première sélection sous les couleurs tricolores. On a dit Valentin Madouas, qui peut être une carte de rechange de luxe aussi. Et donc, il faudra définir qui des deux, entre Rémi Cavagna ou Bruno Armirail, va rester. Voilà. Pour rester dans la francophonie, chez nos amis belges, on a du coup Yves Lampart aussi, qu'il ne faudra pas oublier, mais je pense que là aussi, il va plutôt se mettre dans un rôle d'équipier de luxe. Le jeune Quinten Hermans, on a Peter Seri, on a évidemment les deux co-leaders Remco Evenepoel ou Wout van Aert, et on a aussi Jasper Stuyven et Nathan Van Hooydonk qui sont habitués eux aussi à jouer les rôles d'équipiers de luxe. Voilà, on pourrait parler pour conclure sur les hommes, comme ça on passera aux femmes, des équipes dont on n'a pas cité les leaders qui sont néanmoins des forces collectives qui peuvent faire basculer ces championnats dans un sens comme dans l'autre, notamment la Grande-Bretagne, l'Italie sur lesquels il faut toujours compter, même si je vois les Bettiol et les Trentin un peu en retrait, j'y crois moyen mais on ne sait jamais. Force collective, tu sais pas. Ouais. Il y a aussi évidemment, comme toujours, des nations comme l'Espagne, la Colombie qui amène une équipe tout à fait cohérente avec Higuita ou Molano par exemple, et le Danemark qu'il ne faudra pas oublier. Attention au Danemark. Ouais, le Danemark, c'est vrai que c'est quand même une équipe qui en général te sort des gros collectifs et peuvent te faire des très belles performances. Magnus Cort, Fuglsang, tu vois, Morkov, Honoré aussi qui fait top 10 à Québec et 11e je crois à Montréal. Il y a de beaux coureurs si surprise idéale pourrait provenir du Danemark en tout cas. Donc voilà, en tout cas des championnats du monde très ouverts chez les hommes, donc il ne faudra pas les manquer, il faudra se lever tôt pour ça dimanche. Voilà, mais comme d'habitude, c'est en général un rendez-vous qui offre beaucoup d'émotions. Bon Lolo, je te propose qu'on parle des femmes parce que là aussi c'est relativement ouvert, mais un peu moins, j'ai tendance à dire. Je ne veux pas un peu spoiler, mais... Ouais, c'est ouvert oui et non, parce que on le sait, c'est plutôt... c'est toujours les mêmes en général. C'est deux grosses nations, on va dire. Tu regardes depuis le début de saison, c'est toujours les mêmes qui sont devant. Après, ça reste un championnat. Une course d'un jour, ça peut changer. Donc on a en grande favorite, c'est Almiek d'Angleterre. Là, tu peux pas, en même temps, elle a gagné 3 grands tours, donc si on peut parler de grands tours. Mais là, c'est une course en circuit, tu vois, ça peut être autre chose encore. Oui, mais alors en général, elle marche aussi. Ouais, c'est ça le problème. Almiek aussi, compliqué, choisis un camp. On va quand même rappeler que chez les femmes, c'est 164 km, donc c'est plus court évidemment que chez les hommes qui en ont 260. Et c'est 2400 mètres de dénivelé positif, donc presque la moitié, enfin pas tout à fait quand même, mais presque. Et ça, je pense que ça va changer parce qu'on a vu que le niveau chez les femmes augmente constamment et a tendance à se rapprocher de plus en plus de celui des hommes. Et donc elles seraient intrinsèquement capables d'avoir plus de 200 km. Donc pour elles, ça reste, en tout cas pour les toutes meilleures, ça restera un effort qui est relativement condensé et surtout avec moins de D+, que 6 tours de circuit, ce qui me fait penser qu'il ne faudra pas totalement oublier les sprinteuses telles que Elisa Balsamo ou l'autre Elisa chez les Italiennes, Longo Borghini. Lotto Kopecky également. Moi je mettrais plus Lotto Kopecky, tu vois. Ouais, mais bref, c'est pas. un peu plus. Tu vois, c'est pas encore gagné quoi. On va avoir clairement une bataille entre hollandaise et italienne, je pense, avec quelques arbitres au milieu que seront la Belgique. J'espère la France avec Juliette Labousse qui sera présente. Ouais, ça serait cool. Voilà, mais clairement, ça va se jouer un peu entre ces nations-là. Il faudra pas oublier aussi peut-être l'étrangère la plus française du peloton, c'est Cécilie Ultrup Ludwig, la danoise. On parlait, tu vois.
étoiles du Danemark. En outsider, c'est possible. Qui a gagné une très belle étape sur le Tour. Et voilà. Mais dans le cas où la course serait plus animée, ça peut être une belle surprise. Est-ce que tu as noté d'autres noms, Lolo? Je sais qu'il y en a une, notamment la polonaise. Tu adores prononcer son nom, donc je vais te laisser nous le donner. Non. Non. C'est Katarzyna Miomia-Doma. Tu sais que j'ai parlé récemment avec un ami polonais qui m'a dit qu'on pouvait dire Kasia, si ça t'arrange. Au lieu de Katarzyna, tu peux dire Kasia Niewiadoma. Et il ne l'a pas dit avant. Bah non, forcément. Il est fou. Comme ça, c'est son petit côté parisien, tu vois. Tac. Parisien du sud, alors, mais très très au sud, quoi. C'est parisiano-italien, tu vois. Dire qu'après, il y a vraiment des gens qui vont penser que je suis parisien. Mais peu importe, t'as mieux si ça... T'es italien quand même. Plus en tout cas. Donc pour compléter, revenir quand même à notre thème de la semaine, on pourrait aussi citer parmi les Italiennes Silvia Persico qui a très bien marché sur le Tour, qui a gagné récemment aussi et qui pourrait être une surprise parce que je vois plus les deux Elisa du côté italien et la petite Evita Musique. Et exactement, du côté français, pourquoi pas, Evita et Juliette qui seront les deux cartes maîtresses. Ce qui m'amène à penser aux deux grandes absentes de ce peloton féminin, mon Lolo. Et on a évidemment une pensée pour Audrey Cordon-Rago qui a eu un petit accident vasculaire cérébral et qui se remet tranquillement à la maison. Force à toi, Audrey. Voilà. J'espère que tu nous regardes. Oui. Toujours. On te fait des bisous. Toujours. On te fait des bisous. On espère que tu reviendras vite sur un vélo, mais avant toute chose, la santé c'est important. Voilà, on rappelle que être sportif de haut niveau, c'est soumettre son corps à beaucoup d'épreuves et que c'est des choses qui arrivent, y compris à des athlètes en pleine forme. Et voilà, en tout cas, on espère que tout va bien pour Audrey. On a une grosse pensée pour elle. Et une autre absence, notable, mon Lolo, une des filles qui a le plus gagné cette année, qui sera pas là au championnat du monde. Ouais, Lorena Wiebes. Ouais. Voilà. Bon, pour le coup, je pense que là, on avait une des grandes favorites. Après, c'est une pure sprinteuse. Ils ont peut-être considéré que c'était trop dur pour elle, entre guillemets. Je sais pas, moi, franchement, je l'aurais mise devant. Bon voilà, je pense qu'on a cité à peu près tous les noms. On pourrait rajouter Mavi Garcia aussi, Grace Brown, Liane Lippert, Elise Chabet, quelques outsiders. Voilà, on rappelle quand même que évidemment, ça va être la Hollande comme d'habitude qui aura les clés du game, puisqu'ils ont quand même que des filles qui sont capables intrinsèquement de gagner cette course au départ. Donc là, il y a quand même un gros déséquilibre d'un point de vue de force collective. Et voilà, ce seront elles et les Italiennes, à mon avis, qui ont les clés de la façon dont ça va se courir. Donc là, rendez-vous samedi pour la course des filles, à pas manquer. Et une précision, c'est mélangé avec les U23, donc les espoirs. C'est une particularité chez les femmes. Ça peut faire un peu bouger la course. Il y a une course dans la course, donc ça peut influencer. Donc tu vois, franchement, ça peut influencer grandement. Bon, on verra. Rien avancé. Bon, mon poteau, on passe à l'actu peut-être. On a déjà parlé beaucoup des mondiaux. Et n'oubliez pas de régler vos réveils samedi et dimanche du coup pour ces deux magnifiques courses. Oui, monsieur. On y va. Et mon pote Flo, du côté de l'actu, ça va un peu avec la saison. On repart avec Zwift et la Zwift Academy qui se relance. Donc c'est reparti, on peut rentrer dans le programme d'entraînement Zwift. On peut se remettre des grosses séances d'home trainer, transpirer tout ce qu'on peut. Bon, il fait pas si froid que ça dehors, mais Zwift est ton ami. Ça dépend où tu parlais de nos amis parisiens tout à l'heure. Chez eux, il commence à faire frais. Eh oui, mais ça c'est toujours froid là. Parce que nous on est dans le sud, donc encore on peut rouler un peu en extérieur. Bref, quel que soit de toute façon le climat, l'avantage de la Zwift Academy, c'est que c'est adapté quel que soit votre niveau et surtout ça vous permet d'avoir une base de travail qui va vous aider à vous améliorer. Et le home trainer, on le sait pour le spécifique, ça reste un outil particulièrement adapté. D'ailleurs, il y en a un qui s'entraîne pour un objectif sur home trainer, c'est Philippe Hogan, qui est au championnat du monde actuellement, qui a annoncé qu'il allait enfin faire sa tentative de record de l'heure. Pour essayer de battre son collègue, entre guillemets. Son préparateur. Oui, qui a battu le record il y a 15 jours, 3 semaines. Donc c'était un peu une forme de test évidemment, puisque Ineos avait annoncé que Gann allait faire cette tentative. Il va en l'occurrence la faire. Et vous allez pouvoir partager 2 de ces entraînements sur la plateforme Zwift, qui est du coup le 23 septembre à 14h. Jour de mon anniversaire. Ouais.
Ben, on sera là. Je vais faire 40 ans. Moi aussi. Ouais, pour la 3e année consécutive. Oui. Et le 23 septembre à 14h heure française ou le 30 septembre à 14h, toujours heure française. Donc si vous voulez vous joindre à lui et voir ce que c'est qu'une session sérieuse de prépa pour un record de l'heure. Se joindre à lui ou se connecter, c'est tout. Voilà. Ouais, bah chacun a ses watts. En tout cas, voilà, c'est une belle possibilité offerte et bah, je sais pas, on verra si je suis dispo, pourquoi pas. On va essayer de se faire mal, ça peut être sympa. On va. C'est super mal. T'as vu? Il me met direct dans le lot. L'autre. Bon, en tout cas, il y a plein de vidéos qui prouvent que Lolo est remonté sur un vélo qui arrive. Ouais. Hein. Donc ça y est, il l'avait promis. Septembre, je m'y remets, c'est fait. Mais bon, pour les intensités, c'est pas tout à fait ça encore. Vous aurez remarqué que j'ai été tout seul au départ du Critérium National à Montréal parce que bon, il avait un peu peur des relances encore. Bon, ça m'étonne pas. De toute façon, c'est un fragile. C'est qu'il fallait un coach mental sur tout ça. Parce que sinon, tu relançais pas beaucoup. Hein. Le poteau yo-yo aussi, il a mis du sien. Bon, vous retrouverez ça très bientôt sur la chaîne, j'en doute pas. On passe au vélo du mois pour conclure mon Lolo. Et le vélo du mois, bah, il va remporter 2 bidons. Ouais, deux magnifiques bidons de JCN. Et bah, tu vois, c'est mon petit préf aussi, ce vélo du mois. Moi, j'adore. Ce canyon là, ce magnifique canyon grail avec ses couleurs beige, blanc cassé et noir, mat, moi j'adore. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup des vélos comme ça. On voit toujours des peintures noires vernis, blanc vernis, des couleurs, des machins. Mais dans ces tons là, il n'y en a pas. Donc, gros respect et moi je suis fier que tu aies gagné ce mois-ci. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est certainement l'un des votes les plus serrés de l'histoire du vélo du mois sur l'application de JCN. Et c'est un gravel qui l'emporte devant 2 vélos de route. Et ça en dit beaucoup sur l'évolution des tendances. Je vous laisse tirer vos conclusions. En tout cas, félicitations à son europropriétaire qui remporte du coup 2 magnifiques bidons de JCN. Moi, Lolo, je suis très content qu'on termine ce premier show de l'histoire de la chaîne dans nos locaux. Et je te propose qu'on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, puisque je vais rester un petit peu ici et on va vous mettre plein de choses dans la boîte. Ça, plus tout ce qu'on a tourné au Canada, autant vous dire que là, on est au top du contenu. Alors restez connectés et on se retrouve très bientôt sur JCN en français. Ciao!